Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. Les syndicats de cheminots se retrouveront jeudi prochain pour décider de déclencher ou non un mouvement de grève contre la réforme du gouvernement, une réforme dont les grandes lignes ont été présentées le 26 février dernier par Édouard Philippe. Le Premier ministre a annoncé un recours aux ordonnances pour faire adopter avant l'été une réforme de la SNCF. Si les petites lignes ne devraient finalement pas être touchées, le statut des agents est lui voué à disparaître. Alors, quelle réforme pour la SNCF? Comment moderniser l'entreprise et la préparer au mieux à l'inévitable ouverture à la concurrence? Comment poursuivre dans le même temps sa mission d'aménagement du territoire et de soutien à ces territoires éloignés parfois des grandes métropoles? Comment améliorer les services aux clients et réduire son déficit? On en débat ce matin avec mes invités. Didier Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte-d'Or. Merci d'être avec nous. Michel Neugnot, bonjour. Bonjour. Premier vice-président socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge notamment des transports. Cédric Journeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNOT Bourgogne-Franche-Comté. La FNOT, c'est la Fédération nationale des associations des usagers de transport. Merci également d'être là. Et Guy Zima, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables régionaux de la CGT Cheminots. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimpolBourgogne. Avant de vous donner la parole, on va regarder ensemble ce que contient cette réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Voici quelques éléments. En présentant la réforme de la SNCF, le Premier ministre a été direct. Sans détour, il dresse un tableau accusateur de la compagnie. La situation est alarmante, pour ne pas dire intenable. Les Français, qu'ils prennent ou non le train, payent de plus en plus cher pour un service qui marche de moins en moins bien. Premier chantier, le statut des cheminots, qui est voué à disparaître. Pour les nouvelles embauches, il est abandonné. Les futurs salariés dépendront du Code du travail. Seuls les cheminots actuels conserveront leur statut. Autre changement, la SNCF sera transformée en société nationale, à capitaux publics. En revanche, contrairement aux recommandations du rapport Spinetta, le gouvernement abandonne le projet de fermeture des petites lignes. Dans la réforme, il n'est pas question des retraites, mais le Premier ministre a confirmé que ce sera pour 2019, avec la fin des régimes spéciaux. La réponse des syndicats est unanime, ces réformes sont inacceptables. On va tout droit au conflit. On verra dans un instant si le conflit est effectivement inévitable. Didier Martin, vous représentez ici la majorité présidentielle, celle d'Emmanuel Macron, qui veut à tout prix faire cette réforme et assez rapidement. On a entendu le Premier ministre qui a des mots quand même assez durs. Qu'est-ce qui va si mal à la SNCF? Le constat, il est partagé par les usagers et par les contribuables. C'est une belle entreprise qui a une histoire, mais qu'il faut absolument réformer parce qu'il y a une ouverture à la concurrence qui est prévue, qui est imposée par l'Europe. Et nous devons donner à cette entreprise, aux usagers, aux cheminots, les moyens d'affronter cette ouverture à la concurrence et de rendre un service performant pour tout le monde et sur tous les territoires. Alors j'ai envie d'entendre Guy Zima, parce que les propos sont durs. On paye de plus en plus cher et le service marche de moins en moins bien, dit Édouard Philippe. Est-ce que vous voyez les choses comme ça du côté de la CGT Cheminots? Ça m'étonnerait. Que les choses aillent de moins en moins bien, c'est une réalité, c'est un ressenti. Maintenant, il faut en chercher les causes autres que ça coûte du fait que ça coûte de plus en plus cher. Sur le statut et un certain nombre de choses qui viennent d'être évoquées, mais je ne vois pas en quoi la question... Ça coûte cher par rapport à quoi? De quoi parle-t-on? C'est ça le véritable enjeu. Pour l'instant, il n'y a pas de concurrence, donc on peut difficilement comparer. Mais si, on peut comparer par rapport à d'autres modes de transport. Combien la collectivité locale est-elle prête à mettre pour un mode de transport offert par rapport à la route? Par exemple, ça, c'est pas... À un certain moment, si on sectorise tous les débats au niveau des transports, effectivement, ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'on regarde. Je rappelle juste qu'il y a eu un Grenelle de l'environnement qui a tracé des objectifs de report modal. Je me rappelle aussi qu'il y a eu une COP21 dans laquelle la France était très active, sur laquelle un ministre en exercice était le principal acteur. Moi, là, j'ai un certain moment, ce sont des directives politiques. Et derrière, qu'est-ce qu'un pays, comme la France ou l'Europe, est prêt à mettre pour que ce report modal soit effectif? Là, on pourra parler de financement.
Et en ce moment, on donne des chiffres en valeur absolue, on relativise par rapport à rien. Donc, effectivement, si on lance des milliards comme ça, c'est un peu embêtant. Oui, mais les milliards, justement, parlons-en. Michel Neugnot, 45 milliards d'euros de dette à la SNCF. Il faut absolument réformer cette entreprise publique? Enfin, 45 milliards de dettes pour SNCF Réseau, l'entretien du réseau. Oui. Je voudrais quand même, par rapport à l'extrait que vous avez donné du présentation par le président de la République, il faut corriger un de ses propos. C'est faux qu'il a dit « les Français payent de plus en plus cher ». C'est le Premier ministre qui l'a dit. Oui, il a dit ça. Sauf que le transport TER, notamment, puisque je suis représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté, en réalité, l'usager, donc le Français, paye de moins en moins. C'est-à-dire qu'il payait 30% en 2002 du coût du service à travers son billet. Il ne paye plus en moyenne que 25%. Par contre, il y a un déséquilibre total de l'ensemble des comptes et les régions de France disent clairement, mais pas depuis le dernier changement gouvernemental, ça fait une dizaine d'années qu'on alerte l'État sur une situation, un modèle qui arrive à son terme. Donc vous êtes plutôt satisfait? Nous sommes totalement satisfaits que le débat public ait lieu. C'est une nécessité parce que le train et la SNCF est le bouc émissaire de beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'elle. On va y revenir, bien sûr. J'aimerais entendre Cédric Journeau qui représente ici les usagers, même si à la SNCF, on dit client maintenant, et depuis déjà quelques années. Cédric Journeau, est-ce que, en tant que client, vous avez l'impression que cette réforme, et puis on va rentrer dans le détail dans un instant, elle va permettre aux clients, je ne sais pas, que par exemple les trains soient plus à l'heure ou que les billets soient moins chers? Alors nous sommes très attentifs, et nous le serons aussi à l'avenir, sur ce que propose le gouvernement, puisque ce qui compte aujourd'hui pour l'usager, c'est d'avoir un train qui soit fiable, avec un train à l'heure, un train confortable, un train rapide. Et c'est là tout l'intérêt du mode ferroviaire par rapport aux autres modes. C'est ces éléments-là qui font que le train est favorable par rapport à un mode routier, par exemple. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on se pose des questions quant à savoir ce que deviendra le train aux alentours des grandes agglomérations, mais également sur les petites lignes. Alors, on va y revenir, bien sûr, notamment, évidemment, sur la question des petites lignes qui préoccupent beaucoup de monde, on le sait, mais je vous propose d'en venir à la méthode d'abord, celle des ordonnances, du choix des ordonnances. Didier Martin, je me retourne encore vers vous. Faut-il vraiment en passer par les ordonnances? Est-ce que c'est vraiment un moyen très démocratique de faire avancer le dossier? Y a-t-il une urgence? Il y a une urgence. On vient de parler des chiffres, on ne les a pas donnés. 14 milliards d'euros, c'est ce que coûte le système ferroviaire actuel à la nation chaque année. 3 milliards d'euros, c'est le déficit de la SNCF globalement chaque année. Et 1,5 milliard d'euros par an, c'est le coût de la dette de la société. Et cet argent, il va aux banques, il ne va pas aux services. Donc il est temps quand même de prendre les bonnes mesures. Et il y a 4 axes dans ces mesures. Le premier axe, on peut commencer par celui-ci, c'est changer le statut. Aujourd'hui, nous héritons d'un système un petit peu morcelé, 3 établissements publics, industriels et commerciaux. Il faut faire une société nationale, intégrer les 6 métiers de la SNCF, des cheminots, des réseaux, des gares, de services voyageurs. Bref, il faut intégrer tout cela dans une même logique et dans une même, je dirais, analyse de services, qualité de service et budgétaire. On va venir aux autres points, Didier Martin, mais la méthode, c'est les ordonnances. Vous n'auriez pas pu en parler au Parlement, tout simplement, d'autant que vous employez la procédure d'urgence quasiment tout le temps en ce moment. Ça ne prend pas non plus des mois. Non, là, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une phase de 2 mois de concertation et de dialogue, comme ça s'est fait pour la réforme du Code du travail. Il y a eu une habilitation donnée par le Parlement après débat au gouvernement pour ouvrir ces négociations. Il reviendra chapitre par chapitre sur chacun des axes devant le Parlement et nous verrons si nous pouvons légiférer à ce moment-là ou si nous autoriserons le gouvernement à procéder par ordonnance pour régler, c'est le but du Premier ministre, des points techniques. Les ordonnances seront limitées à des points techniques. Michel Neugnot, les ordonnances, ça vous choque ? Dans un dossier aussi important. Je dis, c'est un débat national qui est nécessaire, qu'il faut faire avec une certaine sérénité. Moi, je ne voudrais pas que sur un sujet aussi important pour l'avenir des mobilités en France,
eh bien, on recommence l'erreur qui avait été commise par le gouvernement que je soutenais avec le 49.3 sur la loi El Khomri. Je pense qu'il faut que la nation s'empare de ce débat. Il est trop important pour la Française, donc il faut le temps. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est que nous devons, en tout état de cause, l'État doit légiférer avant, pour avoir une loi présentant les modalités d'ouverture à la concurrence avant la fin de l'année. Donc il faut qu'il y ait une loi établie avant la fin de l'année, avant décembre 2018, sur la problématique de l'ouverture à la concurrence. Guy Zima, on a quand même le sentiment, même si Didier Martin ne l'a pas dit sur ce plateau, que le gouvernement cherche à aller vite pour endiguer les contestations, la contestation que vous pourriez mettre en place, y compris par un moyen de grève. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que vous le partagez? C'est même pas que d'aller vite, c'est un problème de démocratie, tout simplement. À un certain moment, on va parler... Le ferroviaire, c'est pas des projets à 2 ans ou à 3 ans, ce sont des projets à 50 ans. L'avenir d'une nation ne va pas se décider en 2 mois, qui ne sont pas des négociations. Et là, je m'inscris en faux, ce n'est pas des négociations, ce sont des concertations. On recueille les avis des uns et des autres. Pour des ordonnances et pour un cadre qui est déjà fixé. Le Premier ministre a été clair. Vous dites que ça ne sert à rien, quoi. Ce qui ne sert à rien... On nous écoute, mais on ne va pas changer. Exactement. À l'heure actuelle, moi, je ne sens pas une volonté de débattre sur le fond des orientations pour le système ferroviaire, pour la mobilité, à 50 ans dans ce pays. Et donc, mais c'est pour le ferroviaire, comme pour d'autres sujets qui viennent d'être traités, on l'a bien vu à travers... Où est la population? Où sont les avis de la population? Comment on répond à un véritable service public ferroviaire pour les besoins de la population dans les 50 ans? Il n'y a pas de débats qui sont organisés. Et les ordonnances ne peuvent en aucun cas répondre à ça. Ensuite, quand même, dans les propos du Premier ministre, ce chiffon rouge affiché là, en disant le statut, faut le détruire parce qu'on a entendu 50 milliards de dettes dans le système. Et ce serait le statut le responsable. J'ai un certain moment... Alors, statut de l'entreprise ou statut des cheminots? Parce qu'on change les deux. Hein. Les deux, justement. Et c'est pas ça, la cause, elle n'est pas là. La cause n'est pas là. Donc, on essaye de scinder les problématiques en disant aux régions, ne vous inquiétez pas, les petites lignes, on n'y touche pas. En disant la même chose aux associations d'usagers, ne vous inquiétez pas, c'est pas remis en cause. Et de l'autre côté, en disant, les retraites, c'est pareil, on remet ça l'an prochain. En gros, et on dit à l'ensemble de la population... Regardez ces cheminots qui ont un statut. Donc je crois qu'à un certain moment, la stratégie du gouvernement, c'est une stratégie de division de l'opinion publique, en lui montrant des choses inintéressantes, et on voit bien les problèmes que ça pose en termes de démocratie. Didier Martin, est-ce qu'on stigmatise les cheminots? Parce que vous nous dites, la SNCF, il y a quelques instants, la SNCF perd de l'argent, donc il faut changer le statut de l'entreprise et le statut des cheminots. Est-ce que c'est vraiment ces deux points-là qui vont faire des économies à la SNCF, soyons francs? Le statut de la SNCF, il doit obligatoirement être révisé, intégrer les 3 fonctions, les 3 épiques actuelles et intégrer les différents métiers dans une seule société. Ça ne va pas forcément faire avec gagner de des fonds ça. publics. Ce qui va faire gagner de l'argent aussi, à propos du statut des cheminots, qui n'est pas un chiffon rouge qui est agité, c'est simplement donner à la SNCF les moyens d'affronter la concurrence. On sait aujourd'hui que l'organisation au sein de l'entreprise et les statuts, qui n'est pas le principal problème, fait perdre 30% de compétitivité à l'entreprise. Quand on va ouvrir à la concurrence, que restera-t-il de part de marché dans notre marché national pour la SNCF? C'est la question qui est posée. Nous voulons donner à cette entreprise les moyens d'y aller. Ça veut dire qu'on pense que, Cédric Journeau, l'ouverture à la concurrence va mettre à mal la SNCF? Est-ce que vous pensez vraiment que sur certaines lignes de la région, par exemple, il y aura beaucoup de sociétés qui vont se positionner pour remplacer la SNCF? Beaucoup, je serais incapable de vous répondre aujourd'hui, puisque de toute façon, les appels à concurrence ne sont pas encore actés par la région. Mais moi, j'ai surtout une appréhension sur l'évolution du mode ferré en France. On fait actuellement en France un train bashing et un SNCF bashing. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout cela. Le mode ferré, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une certaine fiabilité. Certes, il y a des problèmes. C'est vous le représentant des usagers qui le dites, c'est d'autant plus important. Oui, et il y a des problèmes. Il est vrai qu'il y a des problèmes, une dégradation du service, des trains qui arrivent de moins en moins à l'heure. Aujourd'hui, typiquement, les chiffres de vendredi dernier sur les TER en Bourgogne-Franche-Comté, 91% de trains arrivent à l'heure en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est vendredi. Les chiffres qui sont tout à fait officiels aujourd'hui, puisque SNCF diffuse tous les jours, via ses comptes Twitter et Facebook, ces chiffres. 91% de trains à l'heure, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 10 en moyenne qui n'est pas à l'heure. Quand vous êtes un navetteur, donc quelqu'un qui prend le train le matin, le soir pour aller au travail ou pour en revenir, ça veut dire que vous avez une chance sur 10 dans votre semaine d'avoir un train en retard. Donc c'est ça qui aujourd'hui... C'est déjà trop, c'est ça que vous nous dites?
c'est trop pour quelqu'un qui prend le train tous les jours. C'est vraiment trop. Et là, il faut effectivement une fiabilité. Et pour ça, il faut quand même un investissement de masse, un vrai investissement sur le réseau. Et ça, c'est ce qui manque depuis 20 à 30 ans. Il n'est pas normal aujourd'hui que vous ayez encore des lignes en Bourgogne-Franche-Comté qui sont exploitées avec un système d'exploitation qui date de 1930. Je prends l'exemple d'Auxerre-la-Roche. Je suis désolé, 1930, c'est plus du tout adapté aux besoins d'aujourd'hui. 1930, Michel Neuneau. Totalement d'accord, mais je vais un peu plus loin que Cédric Journeau. L'indicateur de retard par train ne veut rien dire. Parce que ce qui est important, ce sont les clients, les usagers. Combien arrivent en retard? Il est en face de vous, ça tombe. Combien? Non, mais on en a discuté. On est plusieurs, d'ailleurs. Combien sont en retard? L'indicateur qu'il faut prendre, et c'est ce que l'on va mettre dans la nouvelle convention en train d'être négociée avec la SNCF, c'est le nombre de passagers qui arrivent en retard. Parce que ce sont toujours les mêmes trains qui sont des trains dits malades, qui sont des trains sensibles. Et très fréquentés. Et naturellement, c'est en période de pointe que les incidents arrivent. Le maillon faible est toujours en période de pointe. C'est-à-dire quand il y a plus de trains, quand il y a plus de monde, quand le matériel est plus sollicité. Et alors comment vous faites? Qu'est-ce que vous envisagez? Eh bien, ce que nous envisageons déjà, les indicateurs que l'on prend pour mesurer doivent être changés. Et on doit avoir des indicateurs, c'est ce qu'on va mettre. On va être la première région à le faire. Les indicateurs, une fois qu'elles vous disent qu'il y a des trains qui arrivent en retard et que ce sont des lignes malades avec beaucoup de monde dedans. Attendez, l'opérateur, qu'il soit la SNCF ou plus tard un autre opérateur, si vous lui mettez un indicateur avec des pénalités liées à la non-réalisation de cet indicateur, toute sa philosophie d'organisation sera différente. Sur les lignes, sur le réseau, effectivement, le réseau est dans une situation où on continue de rouler, mais à des vitesses moindres. Donc vous faites un grand travail pour mettre en coordination tous les horaires et vous apprenez qu'on est obligé de rouler à 30 à l'heure, 40 à l'heure, et puis une allure. Ça nous concerne un peu quand même la région. Il va falloir mettre une partie de ce réseau parce qu'il n'a pas été entretenu, parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers pour le faire, parce que ce n'était pas la priorité, mettre à 40 km/h. Le train va mettre une demi-heure de plus. Comment voulez-vous attirer? Donc la première des choses à faire, et c'est ce qu'il y a, on a beaucoup parlé du rapport Spinetta, je voudrais qu'on lise attentivement le rapport Duron du Conseil d'orientation des infrastructures. Donc, alors, celui-ci est essentiel et la position du gouvernement est essentielle. Il faut au moins qu'ils prennent le scénario 2 avec des variantes supplémentaires. En tout cas, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, était très clair. Il n'y aura pas de fermeture arbitraire des petites lignes. Ça a été dit et confirmé dans le discours du Premier ministre. Effectivement, ce qui a été dit, c'est que le sous-investissement chronique depuis des décennies a ralenti la vitesse commerciale de déplacement des trains. Pour des raisons de sécurité, les trains sont obligés de ralentir et donc prennent du retard et ne sont pas fiables. Le gouvernement, là encore, répond par un plan d'investissement important, 3,5 milliards sur les 10 ans qui viennent. Ça veut dire que l'ensemble du réseau, sans priorité au TGV, mais bien sur l'ensemble du réseau, c'est 10 millions d'euros par jour sur 10 ans qui seront investis dans la rénovation des infrastructures. Il n'a pas encore pris position, le gouvernement. Je renvoie Neuneau au discours du Premier ministre. Non, mais il n'a pas encore pris position sur le discours du Premier ministre. Il n'a pas encore pris... Non, mais... Je connais bien le sujet, il n'a pas encore pris position sur le scénario qui sera retenu en matière de financement par la FIT, quel est l'élément déterminant pour les petites lignes, puisque c'est dans le cadre du contrat de plan État-région que nous le faisons. Oui, donc nous espérons que la position des régions, qui a demandé que ce soit au moins le scénario intermédiaire bonifié par débat avec l'ensemble des régions, qui soit choisi. Guizima, très court aussi, parce qu'on a d'autres points à aborder. Je crois qu'il faut être concret. La concurrence, elle n'est pas... Alors certains la souhaitent, nous on ne la souhaite pas. Elle n'est pas obligatoire, premier élément. Deuxième élément, si on veut parler effectivement de trains régulièrement en retard, il n'y a pas de problème. Il y a pour ça des instances de concertation, les comités de ligne, il y a un certain nombre d'instances qu'il faut faire vivre. Qui n'existent plus. Mais qui sont prévues par la loi et qu'il faut faire vivre. Il faut faire vivre la démocratie au plus proche, en amont de ce qu'on veut faire, avoir des décisions avec les usagers, en amont, pas en aval. Ce n'est pas des chambres d'enregistrement, ce sont bien là, on va recenser les besoins et qu'il y ait le débat. Ensuite, sur les trains en retard, il va falloir poser la question des moyens disponibles, aussi bien en matériel
camp personnel. Vous dites les petites lignes, c'est pas complètement réglé. C'est pas parce que le Premier ministre a dit qu'elles ne disparaîtraient pas qu'elles ne vont pas disparaître. Je vous propose de regarder la carte du rapport Spinetta dans notre région. Cette carte, elle montre plusieurs lignes. Je pense à Cravant-Avalon, par exemple, qui a une très petite fréquence. Jean-Cyril Spinetta dit 45% du réseau ne voit passer que 2% des voyageurs. Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce que vous pensez que ces lignes ont un avenir? Et oui, elles ont un avenir. Je ne pense pas qu'il faille comparer systématiquement. On ne peut faire circuler des circulations que s'il y a des voies qui existent, s'il y a un réseau qui existe. On est dans une stratégie de réseau. À partir de là, on est sur un développement de l'usage. Il faut regarder au développement de l'usage. À l'heure actuelle, comment on fait du report modal si on n'a pas le réseau pour ce faire? Donc il faut, prendre le réseau et ensuite essayer de le faire monter en usage, soit à saturation, soit en usage. Il y a des moyens d'y faire. Ensuite, il faut que le contexte législatif et réglementaire s'y prête. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il va falloir regarder les positions des uns et des autres sur comment on réalise ce report modal. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Vous êtes inquiet pour nos petites lignes? Alors, je suis inquiet, je dirais que je suis attentif à ce que fera le gouvernement, ce que feront également les régions, parce que les petites lignes concernent principalement les régions. Il est vrai que ce sera surtout une action politique. Après. On a l'impression que la balle est dans le camp des régions, d'ailleurs, quand on écoute le Premier ministre. Les régions ne sont pas toutes seules quand même, puisque le financement, après, en particulier l'infrastructure, revêt aussi un financement d'État. Bien, la problématique des petites lignes aujourd'hui, c'est que malheureusement, la polyvalence de la SNCF n'a pas été mise en place. Ce qui fait que vous avez sur ces petites lignes-là des coûts qui sont beaucoup plus importants de la part de la SNCF que pour l'être un autre opérateur. Nous avons un certain nombre d'exemples en France, je dis bien en France, de compagnies ferroviaires type Keolis, type CFCA en Bretagne, qui font un coût de 8 à 9 euros du kilomètre pour un transport ferré, alors que la SNCF est plutôt aux ordres de 21-22 euros du kilomètre. Donc rien que ça vous pose la problématique de se dire, voilà, on peut quand même continuer à faire circuler un train à moindre coût. J'aimerais qu'on aborde quand même la question du statut des cheminots. Didier Martin, on a l'impression que le gouvernement veut en faire un symbole, vous allez me dire non. Mais quand on écoute le président de la République, c'était il y a quelques jours au Salon de l'Agriculture, dire je peux pas dire, vous voyez bien que je ne peux pas dire à un agriculteur qui fait des horaires de fou qu'il va prendre sa retraite en même temps qu'un cheminot. Évidemment qu'on a l'impression qu'on est du symbole. Alors le sondage réalisé par Harris Interactive le 26 février dernier pour la fin du statut des cheminots dit que 69% des Français sont pour et 31% contre. Donc vous avez plutôt l'opinion publique avec vous, mais est-ce que vous ne montez pas les Français les uns contre les autres? Non, pas du tout. Moi, je pense à Dijon. L'histoire de Dijon a été marquée par l'histoire du chemin de fer. Ça a transformé complètement le destin de cette ville et nous avons une forte population qui est en rapport direct ou indirect avec les cheminots. Ils ont des contraintes. Ils ont rempli leur mission de service public. Ils doivent évoluer dans des parcours professionnels. Ils doivent évoluer aussi avec la révolution des techniques. Il n'est plus normal de faire du contrôle à pied alors qu'on peut mettre en place des caméras automatiques pour détecter les anomalies d'infrastructure. Cette profession, elle a rendu ses services, ses contraintes. On peut en parler. C'est le sens du dialogue. C'est le sens du dialogue ouvert par le ministre, comment évoluer avec ces contraintes et ouverture pour les nouvelles recrues à un statut du Code du travail général. J'ai envie d'entendre Michel Neugnot d'un mot vraiment, parce qu'on arrive au terme de cette émission, sur cette histoire de statut des cheminots. Le Parti socialiste n'a jamais voulu le transformer, le rénover. Vous en pensez quoi ? Sur le statut des cheminots, notre position est claire. Déjà, il y a deux parties. Il y a les cheminots qui sont en exercice, où il n'est pas question de remettre en cause le statut. Et il y a les nouveaux qui vont arriver qui l'auront. Par contre, sur la méthode, nous sommes en total désaccord sur la stigmatisation qui a été faite, et notamment dans les propos tenus par le Premier ministre, qui opposait la dette au statut des cheminots. C'est pas lié, vous dites. Non, ce n'est pas lié. Parce que dans un cas, vous êtes dans un investissement de structure qui amène de la dette, et dans un autre cas, un travail d'exploitation où il n'y a pas de dette au niveau de l'exploitation. Le Premier ministre n'a jamais opposé cela. C'est les polémistes qui l'ont fait. Dans les propos, Monsieur Martin, je vous redonnerai le verbatim. Allez, le verbatim. Par contre, ce que je veux dire quand même, parce que le bashing contre la SNCF, c'est une responsabilité partagée de tout le monde, la situation dans laquelle nous sommes. Et je voudrais dire que il y a eu des gains de productivité énormes, une modernisation qui s'est faite aussi. Il n'y a plus que 140 000 cheminots.
Ils étaient Guizimard. 400 000 à un moment donné. On a Donc il y a bien eu un travail de modernisation qui a été fait. Il ne faudrait pas qu'à travers ce débat, il y a du bashing, tant sur les cheminots de statut et que sur la SNCF. C'est pas l'objet. Guizimard, on a l'impression que c'est le principal point de blocage pour vous, les syndicats de cheminots, la question du statut des nouveaux entrants, hein, on le reprécise. Vous avez reçu la visite de la ministre des Transports avant-hier, vendredi. Elisabeth Borne vous a-t-elle rassuré ou pas du tout? Absolument pas. Elle est venue donc à Dijon vous rencontrer. Moi, je parle d'un principe fondamental à travail égal, salaire égal, les conditions d'exercice égales. Moi, je pense qu'on est dans une société où il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on fait et on vise le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas. Si c'est le type de société qu'on veut pour demain, il va falloir y penser plus que sérieusement et comprenez que nous, en tant que salariés, il est hors de question qu'on aille là-dedans. Le statut des cheminots, 69% fait état de sondage. Moi, je veux bien entendre tout et n'importe quoi. Parmi les non, mais c'est un sondage, je le prends comme tel. Pour autant, quels sont les répondants qui ont connaissance de ce qu'est le statut des cheminots? Pas grand monde, certainement. Le statut des cheminots n'est qu'une convention collective. C'est son statut d'approuvé par des décrets du gouvernement qui lui donne cet aspect statutaire. Ce ne sont que des garanties collectives qui sont la contrepartie de contraintes. Et à un certain moment, si on veut enlever la contrepartie aux contraintes, il va falloir se poser la question des contraintes. On arrive au terme de l'émission. Y compris des contraintes financières. On arrive au terme de l'émission. On voit bien qu'on ne sera jamais en phase là-dessus. Ça veut dire que vous envisagez la grève dès jeudi prochain? On va déjà attendre. Et le blocage? On va attendre les décisions. On va attendre le 14 les décisions du gouvernement. Le 15, les directions d'entreprise du groupe public ferroviaire doivent aussi rendre une feuille de route. Les organisations syndicales au niveau national se rencontreront. Pour l'instant, les seules choses qui sont décidées, c'est une manifestation nationale de l'ensemble des cheminots à Paris le 22 février avec l'ensemble de la Et ensuite, on entendra quelles sont réellement les orientations et on verra bien. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de répondre à ces questions et de participer en direct à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Emmanuel Pinsonneau, puis la partie nationale de Dimanche en politique avec Francis Letellier qui reçoit Jean-Luc Mélenchon. Bon dimanche à tous.